le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMcast. Pour ce 24e numéro, on va revenir sur l'un des grands rendez-vous de l'année pour Google, un rendez-vous attendu puisqu'il avait été tout simplement annulé en 2020 à cause du Covid et qui s'est déroulé là, cette année principalement en ligne. C'est Google I.O., c'était du 18 au 20 mai dernier. Et c'est l'occasion de revenir sur les annonces qui ont été faites justement pendant l'événement. Et pour débriefer tout ça, ils ont suivi avec grande attention l'événement Google I.O. Mathieu Doubé, manager du pôle SEO et Data. Salut Mathieu. Salut. Et David Escholzer, le directeur et fondateur de WAM Référencement. Salut Hello. David. Hello tout le monde. En forme messieurs? Ça va très bien. Super, écoute, sous cette pluie battante. Ouais, c'est ça qui fait bon en ce moment. Et si vous êtes là surtout, c'est parce qu'on va parler de plein de choses obscures, telles que Lambda, Kelm ou encore TechGen. Bon, je vous rassure, il n'y aura pas que des acronymes bizarres. On va aussi parler d'autres choses comme l'arrivée prochaine d'éléments en réalité augmentée sur Google Maps, un panier e-commerce comme Google Shopping directement intégré à Google Chrome et plein d'autres choses. Mathieu, je me tourne vers toi. Est-ce que tu nous ferais pas un petit débrief rapide là, de l'événement? Qu'est-ce que tu en as pensé cette année? Oui, bien sûr. Alors moi, dans le principe, j'ai trouvé l'événement assez complet, vraiment orienté expérience utilisateur et pour le coup, vraiment évolution technologique côté Google. Bon alors là pour les explications aujourd'hui, je suis pas forcément développeur, donc désolé d'avance pour les auditeurs si parfois j'utilise pas forcément les mots justes pour décrire 100% de ces évolutions. Tu es tout pardon. Mais ouais, merci. Mais voilà, pour ma part, les sujets qui m'ont vraiment marqué cette année, comme tu disais, c'est Lambda. Tu n'as pas utilisé l'acronyme dans ta présentation, mais MEM aussi, oui, MEM, qui va être un grand morceau que David va détailler. Le panier e-commerce intégré à Google Chrome, la personnalisation d'Android, pas mal d'informations sur les Core Web Vitals et puis toute une partie sur la gestion des cookies à venir. Alors avant qu'on rentre vraiment dans le détail de tous ces sujets, David, de ton côté, qu'est-ce qui a retenu ton attention lors de l'événement cette année? Mathieu a été déjà très complet, donc je ne vais pas le paraphraser, mais effectivement, comme tu le disais Mathieu, MEM m'a particulièrement intéressé. Et je vais vous dire, je pense même que Google a annoncé, par les quelques informations distillées, la nouvelle génération du moteur de recherche, rien que ça. Bon, en tout cas, messieurs, vous avez l'air d'avoir été emballés par cette édition 2021 de Google I.O. Est-ce que l'un d'entre vous peut me présenter ce qui a l'air d'avoir été la grosse avancée présentée? Tu l'as dit Mathieu, c'est-à-dire MEM. Oui, alors MEM ou Maman, parce que c'est bien connu, Maman c'est tout. C'est la nouvelle technologie de Google, annoncée 1000 fois plus puissante que BERT, dont l'objectif est de comprendre très rapidement le contexte de ta recherche pour te fournir en réponse des contenus un peu dans l'idée du schéma en étoile, c'est-à-dire une réponse sous différents angles, sans que tu aies à reformuler je ne sais pas combien de fois ce que tu cherches pour le préciser. On en avait déjà parlé dans les précédents WAMcast. Pour rentrer encore plus dans le détail, en quoi est-ce que ça va intéresser les décideurs du marketing digital? En fait, concrètement, voilà en quoi ça va intéresser les décideurs du marketing, c'est que qui nous écoutent, c'est que quand BERT parvient à dégager le contexte générique d'un contenu, ou plutôt d'un passage de contenu, en analysant les mots qui précèdent et qui succèdent un mot central, pour te répondre de façon la plus pertinente, Moom, lui, va beaucoup plus loin en étant multitâche. Et quand tu dis multitâche, c'est quoi concrètement? En fait, MEM acquiert des connaissances par elle-même, comprend 75 langues, génère du langage, interprète du texte, des images, des vidéos, demain même, nous dit-on, des fichiers audio, comme notre WAMcast, et tout cela, nous promettons en même temps. Est-ce que tu aurais un exemple concret à nous donner, histoire qu'on comprenne bien? Je vais t'en donner deux même. Écoute, vas-y, fais. Le premier, c'est celui de Prabhakar Raghavan, qui l'a donné lors du Google I.O. En fait, sur scène, Raghavan a fourni quelques exemples de tâches que MEM peut gérer en même temps. Il a utilisé la requête « J'ai parcouru le mont Adams et je veux maintenant faire de la randonnée au mont Fuji l'automne prochain. Que dois-je faire différemment pour me préparer ?» Si tu poses la question aujourd'hui à Google, il aura quelques difficultés à fournir des résultats vraiment pertinents. Et dans la recherche simulée, justement, utilisant MEM, Google a pu mettre en évidence les différences et les similitudes
entre les deux montagnes, tu vois, en termes de météo, topographie, surface, dénivelé, et mettre les produits en face pour avoir le bon équipement pour parcourir le mont Fuji. Voilà, au Mont Fuji, ouais. Et comme Mum est multimodale, elle peut donc te répondre avec du texte, comme je le disais, mais aussi des images, des vidéos, de l'audio. Voilà, le podcast qui va bien, par exemple. Et cerise sur le gâteau, si certains contenus locaux, en l'occurrence le japonais, répondent mieux à ta question que dans ton pays d'origine, Mum te remontera le dit contenu, mais traduit directement dans ta langue. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un point intéressant. Mais alors, par contre, ça pose certaines questions. Par exemple, on va rester dans l'exemple du Mont Fuji. Je suis voyagiste. Ça veut dire que, alors, je vais plus seulement être en concurrence avec les voyagistes français spécialisés à Japon, mais du coup, j'aurais aussi affaire à la concurrence des Japonais. C'est ça. Alors, Prabhakar Raghavan ne l'a évidemment pas précisé. Là, on est dans les prémices, mais c'est ce qu'on peut imaginer, oui. Ce qui va potentiellement encore durcir le jeu de la visibilité organique. En tout cas, moi, spontanément, c'est ce que ça m'a inspiré, on va dire. Voilà. Et John Muller nous répondra de toute façon toujours, si vous offrez la meilleure réponse à l'utilisateur, vous n'avez pas à vous en faire. Voilà, et ton deuxième exemple, alors? Alors, deuxième, il est beaucoup plus concret et actuel. Si par exemple je te dis AstraZeneca, Coronavac, Moderna, Pfizer, Sputnik, si tu me répondras. Les vaccins. D'ailleurs, j'espère que vous êtes à jour. Je vais vérifier les petits QR codes. Ouais, c'est bon, t'inquiète. C'est bon. C'est ça, nickel. Précisément. Et en fait, le nombre de vaccins distribués dans le monde entier ont tous de nombreux noms différents. Voilà, on s'en doute. En vérité, il y en a plus de 800. Et les personnes qui recherchent des informations sur les vaccins peuvent rechercher un peu dans tous les sens, tu vois, Coronavaccin, Pfizer, mRNA 1273, Covaxin, la liste est longue et puis je te passe les abréviations, etc. En fait, la capacité de Google à identifier correctement tous ces noms est essentielle pour apporter aux gens les dernières informations fiables sur le vaccin. Mais identifier les différentes manières dont les gens se réfèrent au vaccin dans le monde entier, ça prend un temps fou. Des centaines d'heures humaines, en fait. Avec Mum, Google a annoncé avoir pu identifier plus de 800 variantes, donc de noms de vaccins dans plus de 50 langues, en quelques secondes. Et c'est ça qui est nouveau, ça qui est ouf. Après avoir validé les résultats de Mum, ils les ont appliqués à la recherche Google afin que les gens puissent trouver des informations pertinentes et de haute qualité sur les vaccins Covid-19 dans le monde entier. Et pour être encore plus concret, si dans Google, je vous invite à chercher par exemple Corona Vaccin Pfizer, en fait, observez bien la physionomie de recherche que vous avez sur mobile et desktop, là maintenant actuellement. Et en fait, vous allez voir que vous avez une page de résultats qui est déjà structurée. Dans la colonne de gauche, tu as une colonne qui t'indique, alors ça c'est sur desktop et sinon c'est à l'horizontale sur mobile, efficacité, donc du dit vaccin, premier résultat, donc de la campagne de vaccination, les effets secondaires, la sécurité, les informations à savoir, les questions fréquentes. Et là, tu retrouves toutes ces infos dans un menu de navigation, comme je disais, soit à gauche, soit en haut, selon desktop ou mobile, permettant d'affiner tes recherches avec ces items. Et tout ça est fait sans avoir besoin de reformuler ta demande. Google a anticipé les questions, a structuré finalement toutes les réponses. Donc tu as ce type de réponse pour plus de 50 pays, pour les 800 variantes de vaccins. Alors je ne les ai pas toutes testées, mais j'en ai testé un certain nombre. Et c'est effectivement extrêmement bien structuré. Et encore une fois, l'une des prouesses de Mum, c'est de pouvoir te fournir cette connaissance dans tous les langages. Et ça, c'est un vrai résultat concret d'application de Mum, ce qui préfigure un petit peu ce qui va probablement se passer demain. Ouais, puis ça a l'air un peu surpuissant par rapport aux exemples que tu nous as donnés. C'est annoncé pour quand concrètement ? Alors justement, on n'a pas vraiment de date de lancement. Alors ce premier exemple live, là, ils viennent d'en parler là, il y a quelques jours. Il faudra sans doute attendre encore un moment avant que ça se déploie plus largement dans d'autres domaines d'application. Mais on croise déjà des tests. Voilà, moi, il y a quelques personnes que je suis sur Twitter et qui montrent aux US finalement dans le domaine de la musique par exemple à un moment donné si tu tapais les Rolling Stones tu avais ce même type de résultat en colonne de gauche déjà très structuré où on voyait bien qu'il y avait eu un apprentissage de toutes les infos que tu pouvais trouver autour de ce groupe, les paroles, etc. Je pense que c'est une annonce qui fait le teasing de ce que Google sera à l'avenir et ça va sans doute se déployer crescendo, d'abord sur les
thématique, tu vois, mainstream, populaire. Et il va probablement falloir attendre 2-3 ans pour en voir plus. Mais évidemment, là, je suis dans la spéculation parce que moi, je connais pas intimement Raghavan. Voilà. Mais bon, voilà, avouons, c'est ce que tu disais, que la promesse est hyper ambitieuse. C'est vraiment surpuissant. Et on parle là, tu vois, vraiment d'une intelligence, qui commence à avoir une construction du monde, en tout cas bien plus complète qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça, tout à l'heure en intro, que tu parlais de Google prépare la prochaine génération de son moteur. Ouais, là, j'ai envie de m'aventurer, tu vois, je me dis, Vas-y. quand on y réfléchit, il y a un vrai gap avec ce qu'on a connu. En fait, depuis plus de 20 ans, puisque j'étais déjà là, Google fonctionne de la même manière. Il crawl, il indexe et il te donne, en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, 10 liens bleus en résultat de recherche. Mais Google a bien avancé dans son objectif fou d'organiser l'information du monde. On peut même dire qu'il y est presque parvenu. Bien parvenu, ouais. Voilà. Et à partir d'aujourd'hui, et j'ai envie de dire les 20 prochaines années, Google, je pense, ne va plus seulement crawler et indexer de l'info. Maintenant, il en a déjà emmagasiné beaucoup. Je pense qu'il va surtout apprendre par lui-même, avec tout ce qu'on lui a dit, tout ce qu'on lui a donné, grâce au machine learning. Et puis avec cette masse gigantesque d'informations emmagasinées depuis 20 ans, dans plus de 100 langues. Je ne sais pas si vous avez vu passer les dernières recherches de Google, mais la suite de l'histoire, c'est justement un Google conversationnel qui vous sortira en guise de réponse à votre besoin, on va dire l'équivalent d'une grosse feature snippet que Google aura généré tout seul, en apprenant en autonomie. Ce texte, c'est lui qui l'aura formulé. Et pour faire le lien avec les marques, il sourcera les informations essentielles de sa réponse au passage de ta souris sur certains termes clés. En tout cas, c'est le test qui est en cours et qu'on a vu passer. Mais là encore, ça reste de la spéculation pour le moment, bien sûr. Mais ça fait réfléchir. Et puis, il faut se dire que c'est moins de la science-fiction qu'il y a 20 ans, justement. Voilà. On verra plus tard dans cette discussion, quoi qu'il en soit, que les avancées de Google dans ce sens sont tout à fait concrètes. Les bases sont jetées. Et ça rendra toute tentative aussi, soit dit en passant, d'entrer sur le marché du search d'un nouvel acteur, je pense assez vaine. Quoi. Mathieu, toi, tu es sage là. Je me tourne Ouais, enfin vers toi. Je suis très sage. Est-ce que tu veux Non, c'est vrai, je suis chose assez d'accord sur cette notion d'avoir un concurrent à Google demain. Elle risque d'être assez complexe pour un nouvel acteur en l'occurrence. Et après, comme disait David, ce genre de techno, même aujourd'hui, c'est pas encore vraiment prêt. Elle n'est pas prête parce qu'on a encore trop souvent, et je crois d'ailleurs que c'est précisé pendant l'événement, le message désolé, j'ai pas compris la question quand on s'adresse à l'assistant Google. C'est pas prêt non plus parce que l'apprentissage globalement il est pas terminé et que les biais de réponse ils sont encore très importants. Sur l'exemple de David avec la préparation d'un trek au Mont Fuji, on imagine facilement toutes les informations que Google va devoir assimiler au préalable concernant le contexte immédiat de la demande de l'internaute. Il y a la personne qui pose la question, il y a est-ce qu'elle est entraînée ou pas, de quel matos elle dispose à l'instant T pour faire ce fameux trek. Puis après, il y a le contexte global, c'est le mont Fuji, le trajet pour s'y rendre, les villes alentours par lesquelles on doit passer, les sentiers à suivre pour faire le trek en question, les points de vue à voir sur place pour que le trek vaille le coup. Ça fait vraiment beaucoup de biais possibles. Ouais, c'est clair. Ça fait beaucoup de biais possibles qui induisent une réponse de Google qui est pas forcément adaptée, en tout cas qui aujourd'hui il est clairement pas, mais qui demain risquerait d'être inadaptée. Maintenant, pour avancer sur ces biais, on a eu droit à une annonce juste après le Google I.O. qui porte sur Google Calm. C'est Knowledge Enhanced Language Model. Et on peut ajouter aussi pré-training à la fin du nom, parce que dans la documentation, il y a cette nomenclature-là. Et globalement, en fait, si on regarde cette doc, en gros, c'est un programme d'entraînement pour aider les modèles NLP, comme BERT par exemple, dont David parlait, et là, à être vraiment pertinent. On a vraiment une orientation qui est liée à des éléments factuels et de confiance pour vérifier que l'information qui est fournie, on va dire, est précise et pertinente. L'idée, c'est vraiment réduire au maximum les erreurs possibles de réponse lorsque l'outil auquel vous allez poser votre question va vous répondre en fait. On peut imaginer ici par exemple que c'est l'assistant Google un jour qui va bénéficier de tout ça.
Et si vous êtes clairement intéressé par ce sujet, on mettra dans l'article de blog du WAMcast, on va dire à la fin dans les sources, où, je sais pas où tu le mets d'habitude, la documentation en question qui explique plus précisément le sujet. Mais visiblement, c'est quelque chose qui est lié à une autre techno qui, elle, s'appelle TechGen. En gros, ça veut dire qu'ils génèrent du texte sur la base du knowledge graph. Et ce knowledge graph de Google, en gros, c'est tout un tas d'informations structurées. Et eux vont générer du langage naturel qui va derrière, par exemple, être exploité par MUM. Ici, c'est pas clairement présenté comme tel, mais on imagine vraiment très clairement chez WAM qu'il y a un lien direct entre ces deux sujets, quoi. Justement, je vais te poser la même question que j'ai posée à David tout à l'heure, histoire d'être vraiment bien concret. Ça induit quoi pour les professionnels du marketing qui nous écoutent, tout ça? Pour ceux qui nous écoutent, en fait, moi je pense concrètement, il y a un sujet vraiment important, c'est de s'intéresser à Wikipédia et à son grand frère Wikidata. Il est vraiment temps de s'y mettre et d'aller creuser le sujet parce que c'est la base concrète et c'est expliqué clairement dans la documentation. Il y a un schéma, vous verrez, qui explique ça, qui fournit l'information à ces deux technologies, là, TechGen et Kelm. Donc je vous en dis pas plus parce que c'est à vous de voir de quelle manière vous pouvez traiter de l'information sur Wikidata. Mais Google, lui, il avance vraiment à pas de géant sur la compréhension du monde et du knowledge graph qui va avec, sur l'identification des faits et des entités. Et maintenant, du coup, voilà, c'est pour finir sur MUM, si je résume, Google devient multimodal, comme le disait tout à l'heure David, et conversationnel. C'est un peu le Jarvis d'Iron Man qui se rapproche petit à petit. Et franchement, moi, je trouve ça vraiment cool, quoi. En parlant. Finalement, c'est un peu relier toute la connaissance que Google a emmagasinée. Tu disais, il y a ce que disent les marques, ça c'est les sites web, il y a l'encyclopédie, donc Wikipédia, Wikidata, les faits, tout ce qui nous entoure. Et là, on arrive à un moment où tout ça est mûr. Et là, il a créé les passerelles entre tout et il commence à apprendre tout seul, quoi. C'est ça, ils ont leur vraie technologie de vérification qui arrive, quoi, en fait, pour pas dire de conneries, en fait. Absolument. En parlant de Jarvis, justement pour prendre ton exemple, tu disais là à l'instant que Google avançait à pas de géant sur la conversation, sur le dialogue, avec un outil qui, je crois, se nomme Lambda. Alors c'est pas une drogue de synthèse, mais du coup c'est quoi Lambda ou Lambda? Je ne sais pas comment on prononce. Oui, tu le prononces comme tu veux. Je pense que ça leur fera pas de mal. Effectivement, on arrive sur la génération automatisée de contenu. Google, il a fait de grands progrès sur le sujet et ça vient vraiment directement concurrencer des solutions qui sont, on va dire ça, déjà bluffantes sur le secteur, comme GPT-3 de la société OpenAI. Et ici, on parle vraiment d'algorithmes, d'IA, d'outils, comme tu dis, qui sont capables, parce qu'on leur a fourni beaucoup d'informations au départ, de répondre à des questions comme si tu parlais à un humain, en fait. GPT-3, c'est un peu différent parce qu'ils ont un modèle, selon comment tu l'utilises, il va te générer du contenu texte plus ou moins orienté, selon ce que tu donnes en entrée comme information. Lambda, c'est vraiment, de ce qu'on en a vu, en tout cas, comment ça a été présenté, c'est vraiment orienté conversationnel et chatbot, on va dire, pour aller plus loin sur le moteur de réponse. Et pour tu vas vraiment limite parler à Google, quoi, en fait. Et du coup, pour être vraiment un peu plus concret encore, qu'est-ce que cache Lambda, David? Justement, on va creuser un petit peu plus parce que le sujet est passionnant. C'est super intéressant puisque voilà, on disait Google devient conversationnel. En fait, ces dernières années, Google a inventé des techniques d'apprentissage automatique, comme BERT par exemple. Mathieu le mentionnait encore. On l'a évoqué tout à l'heure et qui les aide en fait à mieux comprendre l'intention derrière les requêtes de recherche des utilisateurs. Lambda, leur dernière percée en matière de recherche, ajoute des pièces à l'une des sections les plus alléchantes de ce grand puzzle, qu'est le NLP. Il s'agit de la conversation, comme disait Mathieu. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner ? Ouais, par exemple, la nature ouverte d'une conversation signifie qu'elle peut commencer à un endroit, comme tu le sais, finir à un autre endroit, mais complètement différent. Par exemple, une conversation avec un ami au sujet d'une émission télévisée des années 90, par exemple. Très bon thème. Voilà, pourrait évoluer en une discussion sur le pays où l'émission a été tournée, par exemple, avant de se lancer dans un débat sur la meilleure cuisine régionale de ce pays, etc., etc.
Finalement, c'est ce chemin sinueux dans la conversation, aléatoire, qui peut rapidement perturber les agents conversationnels d'aujourd'hui, modernes, qu'on appelle les chatbots, qui sont très arborescents, donc un peu bêtes, qui ont tendance à suivre des chemins étroits et prédéfinis. Mais Lambda, abréviation de Language Model for Dialogue Applications, peut s'engager de manière fluide sur un nombre apparemment infini de sujets. Une capacité qui, d'après Google toujours, pourrait débloquer des moyens beaucoup plus naturels d'interagir avec la technologie et de nouvelles catégories d'applications utiles. Mathieu. Ouais, ce qu'il faut savoir à ce sujet, c'est que les compétences conversationnelles de Lambda, elles ont été développées pendant des années. En fait, là, ils en parlent récemment, mais c'est quelque chose qui prend du temps à développer, en fait. Et comme de nombreux modèles de langage récents, y compris BERT ou GPT-3, ils reposent sur Transformer, qui est une architecture un réseau neuronal inventé par Google Research en 2017, qui est open source. Et cette architecture se produit sur un modèle qui peut être entraîné à lire de nombreux mots, une phrase, un paragraphe par exemple. Et concrètement, il fait attention à la façon dont ces mots sont liés les uns aux autres, puis il prédit quels mots viendront par la suite. Mais on va dire, contrairement à la plupart des autres modèles de langage, Lambda, il a été formé au dialogue. Ça signifie qu'il est capable de détecter les nuances qui distinguent la conversation ouverte des autres formes de langage. C'est-à-dire, en gros L'une des nuances, en fait, quand on parle de langage, ça va être par exemple la sensibilité. Fondamentalement, si la réponse à un contexte conversationnel donné, est-ce qu'elle a un sens ? Par exemple, si quelqu'un te dit je viens de commencer à prendre des cours de guitare, toi, tu peux t'attendre à ce qu'une autre personne réponde quelque chose du genre c'est bon, ça, il y a ma mère qui a encore une Gibson et elle joue encore des riffs des 70s, quoi. Et la réponse, elle est logique et en tout cas, elle est naturelle entre humains. C'est une conversation. Et compte tenu de la déclaration initiale, en tout cas, la sensibilité, c'est pas forcément la seule chose qui va faire que c'est une bonne réponse. Quand tu réponds c'est bien ou c'est bon ça, en l'occurrence, dans mon exemple, c'est une réponse qui est censée finalement presque tout le temps. Dans le même genre, tu peux dire je ne sais pas en fait dans une phrase à quelqu'un, et c'est aussi censé comme pour la plupart des questions finalement. En gros, si tu as les réponses satisfaisantes, elles ont également tendance à être spécifiques en se rapportant clairement au contexte de la conversation. Dans l'exemple juste avant, la réponse, elle est censée et elle est spécifique. Et vis-à-vis de Google, alors ? Google, ils annoncent qu'ils travaillent également sur une autre dimension du langage, en plus de la sensibilité et de la spécificité. Eux, ils parlent de l'intérêt, en évaluant si les réponses, elles sont, perspicaces, inattendues ou pleines d'esprit. Après, là, on part sur un champ des possibles qui est vraiment très étendu. Et surtout, là, en l'occurrence, Google progresse vraiment à vitesse grand V sur le sujet. Ils ont un vrai défi de taille, par contre, sur ce genre de discipline. Ça va être après la responsabilité. On a connu des chatbots qui ont été rapidement pris dans des travers comme le racisme, les propos inappropriés ou des indications médicales qui vont te conseiller un suicide quand t'as un peu mal à la tête, quoi, tu vois. Ça s'appelle Doctissimo. Là, c'est vite compliqué. Donc c'est vraiment un très gros défi qu'ils doivent travailler, et là c'est vraiment très intéressant à suivre pour nous, quoi. Alors, si vous me permettez, j'ai une petite question personnelle en tant que rédacteur, avec toutes ces évolutions dont vous parlez. Et est-ce que vous êtes là en train de me dire que, en gros, dans mon métier, je vais être remplacé par des robots, en gros? Non. Bon, c'est une bonne question. Non, je te le dis sans embâche. En fait, actuellement, si on fait un peu le point des avancées technologiques en matière de génération de contenu en langage humain, on se rend compte que ça évolue vite, mais on en est encore au balbutiement. Vraiment, aujourd'hui, c'est clairement ça. Et concrètement, si on prend une technologie comme GPT-3, on a encore fait des formations récemment sur le sujet en équipe. Ça te permet de générer des contenus courts, tu vois, comme des contenus de catégorie, de catalogue e-commerce, ou encore des contenus de pages produits. Et c'est déjà extra. Vraiment, c'est très bluffant. Mais tu vois, à partir de données structurées, comme par exemple, si je prends une boîte de vitesse, elle a des caractéristiques, et c'est ça, les données structurées, et donc derrière vont découler des phrases logiques. Donc ça fonctionne si tu en as suffisamment pour des produits, pour une catégorie de produits. Voilà, ce sera efficace, ce sera lisible, ce sera sans faute, mais
Par contre, ce sera dénué d'opinion ouais. ou de sensibilité, pour reprendre le terme de Mathieu. Pas de style précis. Je veux dire que tu n'auras pas un texte avec une tonalité particulière et tu n'auras pas le reflet de la marque. Ouais. Et c'est clairement la limite du système aujourd'hui. Ouais, ça risque de manquer un peu d'âme, quoi, ton contenu, en fait. Voilà. Oui, c'est bien pour sortir du contenu au kilomètre, Voilà. Exactement. X milliers de fiches produits. Exactement, ça rend complètement ces services-là. Mais ça reste supervisé encore par l'humain. Les erreurs sont encore nombreuses. Voilà, notamment si tu dois générer des titres ou des chapeaux, c'est bien que ce soit repris quand même encore par l'humain. Ouais. Mais tu peux le voir sous un angle positif. Le contenu, on va dire, rébarbatif, comme celui que je précisais, catalogue produit ou fiche produit, il sera fait par l'IA. Et les contenus qui demandent une recherche, une analyse, une opinion, voire une enquête, de l'investigation, bref, des contenus qui engagent, ils seront toujours l'apanage des journalistes et rédacteurs. En tout cas, je crois que pour les 10 prochaines années, on peut l'affirmer sans prendre de risques. Bon, ça va, j'ai du boulot pour au moins 10 ans encore. Vous commencez à me faire un peu peur avec tous vos acronymes et tout depuis tout à l'heure. Exactement. Et justement, si tu veux être encore plus rassuré sur la qualité du contenu, ça c'est une nouveauté dont on n'a pas entendu beaucoup parler pendant le Google I.O., mais moi qui est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est que Google a déployé aux US depuis le mois de mai une fonctionnalité Search. C'est sous chaque résultat, c'est l'évaluation des sources d'informations fournies par Google via la fonctionnalité About These Results. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, Google s'engage en fait à fournir des informations utiles, crédibles et fiables. On en a vu encore l'importance lors des moments comme la pandémie ou les élections US. Google nous a expliqué lors de l'I.O. que ces systèmes de classement sont conçus pour donner la priorité aux infos de haute qualité, il n'arrête pas de le dire. Pour aller plus loin, ils ont mis en place cette fonctionnalité qui permet aux utilisateurs, au passage de la souris sur un résultat, d'évaluer la crédibilité des sources directement dans la recherche Google. Et visuellement, cette fonctionnalité à propos de ce résultat, elle fournit des détails sur un site web avant que tu le visites finalement. C'est ce qui va te décider d'aller le visiter ou non, y compris sa description, quand est-ce qu'il a été indexé pour la première fois, et si la connexion au site est sécurisée, par exemple. Voilà. C'est une fonctionnalité qui a été lancée en mai 2021. Pour tous les résultats en anglais dans le monde. Et bien sûr, il y a d'autres langues qui sont à venir. Et a priori, d'autres informations seront ajoutées plus tard dans l'année, comme par exemple la façon dont un site se décrit, ce que d'autres sources en disent. Et là, je fais un clin d'œil aux relations presse. Voilà, tu vois, on commence vraiment à cadrer pour finalement complètement endiguer toutes les possibilités de spam, quoi. Et pour reprendre toujours la même question que depuis tout à l'heure, pour les marketeurs qui nous écoutent, en quoi ça peut être important pour eux ? C'est fondamental, c'est un exemple supplémentaire des efforts que Google déploie pour contrer les pratiques douteuses, les fake news surtout, mais aussi le contenu que tu as scrappé sur un autre site et que tu as recraché sur le tien. Voilà. Concrètement, la qualité de l'information transmise aux internautes est par ailleurs évaluée par des quality writers dont on avait parlé. Voilà, et qui sont humains. En fait, il n'y a plus d'alternative. Donc, en tant que marque, vous devez proposer ce qui se fait de mieux dans votre domaine. C'est sortir l'expertise que vous avez chez vous par les contenus pour faire autorité et vous rendre visible en tête des résultats proposés par Google, et quelle que soit leur forme à l'avenir, vidéo, audio, etc. C'est plutôt une excellente nouvelle pour les marques. J'ai changé de sujet, on en parlait au début de ce webcast. Une autre annonce, Google Maps va s'enrichir avec de la réalité augmentée, Mathieu. Oui. Je pense pas que ça va révolutionner la façon dont nous on se sert du service en l'occurrence, mais je pense que les générations qui arrivent, elles seront peut-être plus sensibles à ces fonctionnalités. En fait, ce qui est déjà top aujourd'hui, c'est que si tu regardes ton appli avec ton smartphone, tu vois apparaître une flèche qui va te guider d'un point A à un point B avec une vue Street View en réalité augmentée. Maintenant, Google, il va aussi t'afficher, en plus des lieux près desquels tu passes, leurs notes par exemple. Donc tu verras si le kebab où tu te rends tous les jeudis, s'il est vraiment bien noté ou pas.
si l'auto-école qui est au coin de la rue, elle a une sale réputation, par exemple. On est plus sur un gadget à ce jour, je pense. Bon, en tout cas, pour moi, ça ferait office de gadget, mais je crois qu'on aura aussi à l'avenir de plus en plus affaire à la réalité augmentée dans notre quotidien. C'est un sujet, un vrai sujet. C'est un nouveau pas vers ces technos que Google est en train de franchir, et c'est le genre de choses qu'il faut suivre, je pense, parce que même si aujourd'hui on est tous focalisés sur les SERP de Google, demain on va probablement devoir dealer avec d'autres interfaces, à commencer par les flux de discussion avec le Google Assistant, ou tout simplement en fait les autres outils de Google sur lesquels on est tous les jours, quoi. Ok, c'est encore un truc de geek, quoi, du coup. C'est un peu ça, oui, mais n'oublie pas, Kevin, que maintenant le geek, c'est chic. C'est joli. En ce qui concerne le e-commerce, vous m'avez parlé, on a parlé d'un panier d'achat intégré à Chrome. Du coup, concrètement, ça va se passer comment ? Est-ce que je vais bientôt faire mes courses chez Google directement sur Chrome ? En fait, c'est ce qu'on a pu voir pendant la présentation. C'est plutôt en fait un internaute qui navigue effectivement sur Chrome et qui, au fil de son parcours d'achat, il ajoute via différents espaces des produits à une interface issue par exemple de YouTube, d'une SERP Google, d'une photo qu'il a prise et où Google Lens a détecté un produit. On ne voit pas tout dans leur présentation, mais visiblement ça a l'air d'être relié à Google Shopping ou un équivalent. Et derrière, l'idée c'est en gros, plutôt qu'un internaute aille convertir en live sur le site web sur lequel il se trouve, c'est plutôt qu'il puisse comparer les prix et qu'il aille acheter son produit là où c'est le moins cher, par exemple. Je crois que plus largement, Google a parlé de Shopping Graph. Qu'est-ce que c'est, le Shopping Graph ? Ouais, alors en fait, le shopping, ça a été aussi un autre gros sujet pendant ce Google I.O. Voilà, c'est évidemment, notamment parce qu'il y a une concurrence énorme avec Amazon, c'est pas un secret. En fait, Google explique à propos de ce Shopping Graph que pour nous montrer les informations d'achat les plus pertinentes, Google doit avoir une compréhension approfondie des produits qui apparaissent dans son moteur et dans le monde qui nous entoure, finalement. Donc des images, des vidéos, en passant par les critiques en ligne, jusqu'au stock dans les magasins près de chez soi. Donc la technologie derrière le Shopping Graph, c'est un modèle dynamique amélioré donc une fois de plus par l'intelligence artificielle, qui comprend un ensemble de produits, de vendeurs, de marques, d'avis en constante évolution, et surtout les informations sur les produits et les données d'inventaire, donc émanant directement des marques et des détaillants, ainsi que la manière dont tous ces attributs se rapportent les uns aux autres. Concrètement, ça permet à Google de proposer de nouvelles fonctionnalités de recherche qui aident à trouver exactement ce qu'on cherche et au bon moment. Et est-ce qu'ils ont donné des exemples ? Oui, ils en ont donné plein. Ils accélèrent fort sur le shopping. Je vais donc les lister. Vas-y. On a le temps. Voilà, Mathieu évoquait tout à l'heure, et c'est la principale, la fonctionnalité du panier de shopping directement intégré à Chrome. Tu peux être multitâche, continuer ton shopping. Tu peux le mettre en pause, reprendre après. Enfin, moi, je trouve ça assez puissant. Et en fait, à ce titre, ils sont en train de nouer des partenariats avec des marques pour se rapprocher des programmes de fidélité de Google Shopping, pour te proposer le meilleur rapport qualité-prix, par exemple avec l'enseigne Sephora, par exemple. Donc ça, par exemple, c'est déjà en test. Pour toi, Mathieu, si tu veux tes produits beauté. C'est ça. C'est déjà en test, pour le coup. Donc ça, c'est assez sympa. Donc on voit les points de convergence. On a même vu des tests passer aux US qui montrent une SERP avec des fiches produits disponibles. On a parlé avec Mathieu l'autre fois, on a vu passer ça sur Twitter. Des fiches disponibles en mode zoom. Tu vois, tu as ta page traditionnelle, tu as un carrousel, tu passes avec ta souris, ça zoome et ça ouvre sur la colonne de droite, qui est aujourd'hui blanche, pas utilisée, le produit. Et là, tu peux voir tout un tas d'infos. Donc tu cliques, tu peux les commander avec ton compte Google. Et en plus directement remiser si tu as rapproché ta carte de fidélité avec ton compte Google, par exemple. Google a également annoncé la diffusion de tes produits si jamais tes marchands, par exemple de Shopify, vers Shopping. Et ça représente mine de rien près de 2 millions de marchands qui du jour au lendemain se sont retrouvés dans Google. Et ils viennent également d'annoncer, Google, le même partenariat avec WooCommerce, qui est plutôt US, et qui ajoute près de 5 millions de marchands à nouveau là. C'est pas mal aussi. Voilà, donc ils se renforcent vraiment pour espérer un jour contrer Amazon.
Il y a encore quelques autres petits points rapidement. Google introduit également de nouvelles façons d'explorer et de suivre les produits. Et par exemple, lorsque tu prends une capture d'écran ou une photo dans la rue ou chez un pote ou que sais-je, Google Photos t'invite directement, quand tu as pris ta photo, à rechercher la photo avec Lens pour que tu puisses immédiatement acheter le ou les articles présents sur la photo. Et je reconnais que ça marche vraiment super bien. C'est très pertinent, même quand c'est un peu pointu. Il y a aussi 2 engagements forts pris par Google pour favoriser la découvrabilité pour tous les marchands des produits. C'est l'élimination des frais de commission par rapport aux achats et rendre la diffusion de produits gratuite pour les vendeurs. Ouais. Donc Et en t'écoutant présenter ça me fait penser à quelque chose qui est le Messi Middle. En fait, au final, l'internaute, du moment où il va être exposé à un moment dans son parcours d'achat au produit, faut qu'il puisse switcher finalement, ou en tout cas enregistrer ce produit dans une interface. C'est un peu ça qu'ils sont en train de mettre en place. Ils essaient de concrétiser le truc, quoi, en fait. Ouais, exactement. Et on supprime les points de friction, les pain points, comme certains le disent, pour améliorer l'engagement. Mais tu as complètement de raison de faire le parallèle, parce que là, effectivement, ça facilite vraiment en un clic. Tout le parcours est fluidifié, je trouve, quand même. Tout à fait. En tout cas, en t'entendant lister là, tout ça, c'est vrai que c'est plutôt offensif, on va dire. Est-ce que tu aurais, tu nous en as déjà donné, mais est-ce que tu aurais 2-3 autres chiffres complémentaires pour qu'on se représente bien ce que ça peut... Ouais, tout à fait, tu as raison, d'autant que je comparais avec Amazon, qui est quand même le monstre du shopping sur Internet. Mine de rien, Google Shopping enregistre, nous dit-on, plus d'1 milliard d'achats par jour. C'est pas rien. Nul doute qu'avec la fonctionnalité évoquée justement par Mathieu, tout ça va s'accélérer en supprimant les points de friction. Ils ont également annoncé une augmentation de 70% de la taille de leur catalogue de produits et une augmentation de 80% du nombre de marchands sur leur plateforme ces derniers mois depuis toutes ces annonces. Donc ça pousse. Ouais. Autre sujet, je me tourne vers toi Mathieu maintenant. J'ai aussi retenu personnalisation d'Android. On parle de quoi là ? Oui. En fait, on parle du fait que si tu as globalement tendance à être une victime du mauvais goût, par exemple, tu vas pouvoir sévir en fait directement sur ton smartphone Android. L'idée annoncée, en fait, c'est qu'ils veulent que chacun puisse paramétrer l'interface de son téléphone comme il l'entend. Jusqu'ici, tu peux gérer ton arrière-plan, la photo. Tu peux choisir la taille de ta police si tu as plus ou moins de mal à lire. Mais en fait, c'est pas loin d'être tout. Oui, l'heure éventuellement en plus. Ouais, voilà, t'as pas grand-chose que tu peux personnaliser. Et demain, visiblement, avec leur nouvelle version du Material Design, qu'ils ont appelé le Material You, tu peux tout changer, en fait. La police, la taille de la police, la couleur, les ombres portées. Tu fais un peu ce que tu veux de ton téléphone. En gros, ton téléphone, il doit plus ressembler à celui de ton voisin, même si t'as acheté le même modèle que lui. Ce sera plus qu'une coque que toi, tu remplis un peu comme... tu la personnalises vraiment comme tu veux. Alors, j'avoue que c'est pas le sujet que j'ai creusé le plus pour moi, mais en gros, moi, ça fait vraiment un lien quand même global chez Google qui est toujours axé autour de la personnalisation et de les notions d'expérience utilisateur, quoi. Justement, en parlant d'expérience utilisateur, je sais qu'en juin, il y a eu une mise à jour de l'algorithme de Google qui concerne l'UX et notamment les temps de chargement, c'est ça ? Oui, ça a été pas mal abordé en l'occurrence pendant le Google I.O. Ils avaient un peu anticipé la mise à jour. Visiblement, le déploiement, il prend pas mal de temps côté Google et ça nous arrange pas spécialement quand on est dans le milieu du SEO. On aime bien quand il y a des dates bien fixes qu'on peut identifier pour voir ce que ça a comme impact. Et en plus, là, en parallèle, il y a d'autres mises à jour qui sont faites quasiment en même temps. Il y a plusieurs core updates, il y a une spam update qui passe en même temps. Donc ça risque d'être compliqué de savoir cet été le pourquoi du comment. On a plus ou moins de visibilité d'une semaine à l'autre avec ces grosses mises à jour. Mais bon, après, on a l'habitude de toute façon, côté Google, ils aiment bien lancer leurs grosses mises à jour pendant que les SEO sont en congé, donc on commence à être habitué, quoi. Ça fait un peu écran de fumée quand même. Ouais, peut-être un peu. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les temps de chargement et l'expérience utilisateur, je vous invite vraiment à écouter le WAMcast qui est dédié à ce sujet. Vous pouvez même vous rapprocher de WeXperience, qui est l'agence avec qui on a travaillé sur ce thème-là, et qui a encore évoqué toute cette partie temps de chargement UX dans un webinaire assez récemment avec Guillaume André, qui est vraiment un CTO très expérimenté sur le sujet. Et qu'on salue d'ailleurs, parce qu'il avait fait et qui était avec nous. Absolument.
Juste avant de passer au dernier gros sujet abordé pendant ce Google I.O., David, je crois qu'il y avait une fonctionnalité qui a retenu ton attention. Oui, on l'a évoqué tout à l'heure en évoquant le shopping, mais c'est à propos de Google Lens. Je suis assez fan de ce qu'ils ont fait. Google Lens vous permet de rechercher ce que vous voyez à partir de votre appareil photo, de votre galerie de photos et évidemment de votre barre de recherche. Et Google a précisé qu'il enregistrait plus de 3 milliards de recherches avec Lens chaque mois. Donc ça devient c'est plus du tout anecdotique. En fait, c'est assez énorme. Et c'est une information passée un peu inaperçue. Mais ça montre une réelle évolution dans les usages. Et quand tu y penses, finalement, ça n'a aucune limite. Tu passes dans un bel endroit, tu photographies cette belle chaise de designer dont tu ne te rappelles plus le nom, et Lens te retrouve justement le produit associé, les alternatives, etc. Google nous indique que l'un des cas d'utilisation de plus en plus populaires est la formation, par exemple, avec Google Lens. Il y a de nombreux élèves qui peuvent avoir des devoirs à faire dans une langue qu'ils ne connaissent pas très bien. Et avec la mise à jour du filtre de traduction directement dans Google Lens, tu peux maintenant facilement copier, écouter ou rechercher du texte traduit. D'accord. Spontanément pour accéder à du contenu éducatif dans plus de 100 langues justement, et c'est très utile. C'est presque l'anti-sèche du 3.0 et je dis ça le jour où on rend les résultats du bac. Les bons conseils pour tricher. C'est ça. Et il nous reste au moins un sujet à voir, les cookies. Et alors je sais que c'est un sujet qui a été abordé et que c'est sur toutes les bouches depuis le 30 mars. Mais alors, tout à fait personnellement, moi j'y comprends rien. Du coup, est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer? Il n'y a pas grand monde qui comprend. Oui, je rejoins Mathieu, nous non plus. D'accord, bon. C'est la fin de ce webcast. Merci d'être C'est un peu ça. En fait, Google, ils l'ont abordé pendant le Google I.O. Ils posent d'abord le constat du tracking web tel qu'il a été jusque-là, à savoir que chaque session, c'est pas un scoop, a été traquée par le bon vieux cookie depuis un quart de siècle. Et oui, madame, monsieur. Oui, ça passe vite. Voilà, déposé sur votre navigateur pour vous identifier et surtout pour suivre la façon dont vous naviguez entre les sites, pour définir des comportements, et ceci pour vous afficher la bonne pub au bon moment pour mieux acheter. C'est un service. C'est tout à fait louable, monsieur, absolument. Et on le sait, cette époque innocente, comme la qualifie Google, j'ai trouvé ça. C'est charmant. C'était une époque innocente. Bon, allez, hop là. Et donc, elle est bientôt révolue. Et pour se mettre en règle avec les nouvelles règles de confidentialité en France et à l'international, je dis d'abord la France parce qu'on est quand même pris un exemple pour la protection justement des données confidentielles de chaque utilisateur, et pour ne pas perdre l'utilisateur d'un côté ni les annonceurs de l'autre, pas folle la bête, Google propose plusieurs solutions. Et c'est là que ça se complique un peu. Allez, je vais te dire ce que j'en ai à peu près compris. Voilà. En gros, tu peux toujours utiliser le cookie first party sur ton site web si ton tracking n'est pas intersite, mais par contre il faut se mettre en règle pour identifier finalement moins de données dans ce cookie. Voilà. Si ton besoin de tracking est intersite, là on utilise un cookie third party, voilà, c'est comme ça qu'on dit, utilisé par d'autres à des fins de tracking publicitaire, mais c'est précisément ce qui est combattu par les navigateurs, Safari en premier. Maintenant, Google aussi. Google propose donc plusieurs autres solutions. J'ai pas tout compris, mais pour faire simple, faut mieux faire simple. Ouais, on va s'en tenir à la principale qui a fait, on va dire qui était dans toutes les annonces, c'est la solution de Privacy Sandbox. Et alors du coup, c'est quoi cette Privacy Sandbox? Alors, on s'aventure. Le principe fondamental est que le navigateur peut créer un espace protégé autour des données personnelles que vous partagez avec les sites web, que vous visitez, comme les données d'audience de ta visite, jusqu'à l'email que tu as rentré dans le formulaire. Alors, je comprends le besoin de confidentialité, l'idée, mais alors, le site web a besoin de connaître certaines informations pour fonctionner correctement, par exemple la taille de l'écran, la langue du navigateur, les extensions installées, par exemple. C'est un tout petit morceau de ce qu'on peut appeler plus largement l'empreinte digitale. Est-ce que ça ne serait pas ça la solution ?
Pas d'après Google, qui précise qu'un site web, en tout cas s'il collecte trop d'informations de ce type, et il crée justement une empreinte digitale, mais en fait, de chaque individu, mais en fait, ça peut être utilisé pour un suivi généralisé et surtout peut aller super loin dans la collecte de ces informations-là. Un objectif à long terme de Privacy Sandbox, c'est justement d'aider à empêcher les empreintes digitales qui font une collecte un peu trop excessive, justement, de données. Il vise à introduire une limite à la quantité d'informations auxquelles un site pourrait accéder sur un visiteur et aide à gérer efficacement ce budget de confidentialité, comme l'appelle Google, si on fait une traduction un peu mauvaise. Voilà. Avec Lens. Voilà, c'est ça. Par exemple, les sites qui accéderont à trop d'informations, concrètement, ils pourraient être bloqués. D'accord. Voilà. Donc pour l'heure, cette solution de Privacy Sandbox, elle est au stade de l'expérimentation. Et c'est sur ce dernier message que Google a insisté en incitant que les développeurs pouvaient intégrer le programme d'expérimentation Privacy Sandbox pour remonter leurs remarques pendant de longs mois. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont finalement reporté là récemment à 2023 la sortie de Privacy Sandbox. Voilà. Mais notez qu'en tant qu'utilisateur, vous pouvez choisir dès maintenant de ne pas intégrer ces tests, donc de ne pas être dans ces Privacy Sandbox. Un point intéressant néanmoins, c'est que devant la complexité de la situation technique, parce que tous les développeurs se retrouvent finalement devant un gros mur, l'utilisation de l'outil Chrome DevTools notamment vous permet de détecter les problèmes en regard de la législation et donc vous permet de commencer à les corriger. Globalement, Google multiplie les efforts, on peut leur laisser ça, mais de séduction aussi, pour rendre l'utilisation de ces produits plus sécurisés, confidentiels, en permettant notamment aux utilisateurs de supprimer toute trace de leur utilisation de façon simple, accessible et précise. Et quoi qu'il en soit, s'engage à l'avenir à sortir des produits sécurisés par défaut. On mettra le petit lien, parce qu'il y a des articles assez intéressants. Là, il faut montrer patte blanche et ils y vont fort. Enfin, soulignons quand même que dans ce contexte technique un peu flou, c'est moins qu'on puisse dire, on est dans une situation où il y a, j'en discutais tout à l'heure avec Olena, qui est notre data analyst, dans une situation où finalement on a plus de questions que de réponses. Voilà. Et puis aujourd'hui, on n'a pas d'entité neutre auprès de laquelle, je crois, on pourrait s'adresser en posant nos questions. Et qui nous dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On sent que technologiquement il faut que ça change parce que l'utilisateur veut conserver ses données. La publicité, c'est pas du tout adapté et Google ne peut pas risquer de casser son modèle, donc temporise. Mais il n'y a pas d'entité neutre qui va te répondre concrètement, quoi. C'est un peu compliqué. Disons que tout ce qui est CNIL, RGPD et compagnie, ça te dit ce que tu n'as pas le droit de faire, mais alors comment mettre en application, après, c'est vite un peu complexe, quoi, hein. Donc il faut vraiment s'adresser là à des experts à la fois pour le coup de la gestion des cookies et du droit, en fait. Hein, c'est ça. Alors ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont déjà un univers logué. Je vais te donner un exemple. Par exemple, un média, Le Monde, on sait que si tu es logué avec Le Monde, tu peux accéder à d'autres sites logués, par exemple. Et sinon, on invente. Et si tu es logué et que tu navigues entre tous ces sites d'un même groupe, finalement, Le Monde aura toutes les données qui vont bien. Ils s'engagent à ne pas les vendre et ils ont une politique de confidentialité. Et en même temps, ils peuvent continuer à générer de la publicité intelligemment. Voilà, donc sans risque de fuite excessive, etc. Il y a une maîtrise. Et si certaines données, je ne veux pas les donner, j'ai une maîtrise dessus en tant qu'utilisateur. Voilà, donc l'univers logué, c'est encore ce qui est le plus intéressant, mais ça ne répond pas à toutes les situations, bien sûr. C'est là que Google donc, nous promet la solution miracle, mais il n'est pas encore prêt. Sachant que côté univers logué, Google, avec les comptes Gmail et Android, ils sont pas prêts, on est d'accord, hein. C'est ça. C'est carrément en avance, ouais. Ouais, c'est ça. On avait discuté avec Simon, qu'on avait déjà reçu dans Swamcast, qui est plutôt pointu, sacrément aiguisé sur la question des Google Ads. Et Simon News. News, absolument, de Better and Stronger. Voilà. Tu as raison, soyons complets, que l'on salue. Que l'on salue aussi. Salut Simon. et effectivement, il nous disait, mais David, ils sont pas prêts. Effectivement, ils sont pas prêts, ils ont reporté. Ce serait trop vite, trop fort. Voilà. Mais on peut saluer quand même que
Voilà, toute l'industrie a pris le bon chemin. On verra s'ils tiennent la date de 2023. Mais c'est intéressant. C'était les cookies tiers qui étaient prévus en fin de vie là, d'ici peu, et finalement qui sont prolongés jusqu'en 2023. Voilà, exactement. Et peut-être un dernier point, finalement, lors de cet échange, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que on parlait encore il y a peu de l'IA comme une petite aide par-ci, par-là. Je ne sais pas combien de fois on a prononcé le mot machine learning et intelligence artificielle aujourd'hui, mais là on a vraiment senti lors du Google I.O. que on est en plein dedans et que y a un champ des possibles immense qui s'ouvre. Ça va vraiment vite. Et je ne sais pas s'ils vont augmenter la fréquence des Google I.O., mais en tout cas, c'est Olivier Sauvage qui nous disait de WeXperience, nous on n'a pas cette chance dans l'UX d'avoir autant de nouveautés, vous êtes alimenté par Google, c'est vertigineux et ça ne s'arrête pas. J'ai l'impression que ça n'a jamais été autant le cas. Non, c'est vrai, ils communiquent beaucoup. On n'a pas été, élevé comme ça. Avant, c'était la black box et il fallait tout constater par nous-mêmes, et maintenant on est vraiment alimenté très régulièrement, quoi. Eh bien, merci messieurs pour ce débrief. C'est vrai qu'il y aura eu des annonces assez importantes, vertigineuses, même certaines annonces. Merci pour vos explications. Et puis, merci à vous surtout de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura aussi intéressé. Vous avez l'habitude maintenant, n'hésitez pas à réagir et à poser toutes vos questions. Alors vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur le site, sur la page de WAM Référencement, ou sur Twitter. Il y a 2 comptes, soit @WAMREF ou @le WAMcast. On le rappelle également, vous pouvez aussi retrouver tous les anciens WAMcast et celui-ci sur notre site wam-référencement.fr, rubrique WAMcast. Et nous, on va se retrouver d'ici la fin du mois d'août, normalement. Donc, on peut dire, passez de bonnes vacances. Oui, bonnes vacances. Merci, bonnes vacances. Bonnes vacances à vous aussi, d'ailleurs. Bonne playa. Vous partez. Un petit churro si on revient. Exactement. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous autour du SEO. Salut. Salut.